Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 47, je suis en compagnie d'Adrien, comment vas-tu? Eh ben ça va, là on est un peu en décalé, là on enregistre mardi au lieu d'enregistrer lundi, mais ça me déboussole un peu, je dois te le dire, je suis un peu qu'est-ce qui se passe? Et Je quelque je ne part sais on a pas. bien fait, parce que ça nous a rajouté énormément de news aujourd'hui, donc quelque Exactement. part on est vraiment, voilà, on bat le fer tant qu'il est chaud. Qu'est-ce que c'est C'est que la Pop régalade. News? Eh bien c'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle, on vous fait ça en légende avec les news, les brèves, le point box-office, le gros sujet qu'on a décidé, une fois n'est pas coutume, de dédier à une grosse news cette semaine. Est-ce que le film Le Seigneur des Anneaux, la traque de Gollum, est une bonne idée ou pas? On en débattra avec Adrien tout à l'heure. Et ensuite, on aura le radar des sorties et nos 3 recos de la semaine. Et puis ensuite, on se quittera et on se dira ciao à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, les petites étoiles, les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements sur toutes les plateformes où nous sommes disponibles, de nous suivre sur Discord, de lâcher quelques deniers sur Ko-fi si vous en avez envie. Et puis, bah ma foi, c'est à peu près tout, je crois que j'ai tout dit. C'est pas mal, tu fais ça bien, je te dis, t'es un professionnel. Écoute, je vais te lancer du coup professionnellement vers la première news, Adrien, Merci, qui c'est mieux. se trouve concerner le Marvel Cinematic Universe. Exactement, avec une annonce de casting et pas n'importe laquelle, celle de Galactus. On sait enfin qui va incarner le méchant et c'est Ralph Ineson. Alors ça doit pas vous dire grand chose. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, on vous conseille d'aller regarder son visage sur Google. C'est un acteur britannique qui est connu pour ses rôles dans The Witch et Game of Thrones aussi. Et comme je l'ai dit, il a été choisi pour incarner Galactus dans le prochain film de Marvel Studios, Les 4 Fantastiques. Pour rappel, le film marquera quand même la première intégration des 4 Fantastiques dans le MCU depuis la création avec Iron Man. Niveau casting, donc Ralph Ineson rejoindra Pedro Pascal qui lui joue Reed Richards, Mister Fantastique, Vanessa Kirby qui elle joue Sue Storm, la femme invisible, Joseph Quinn en Johnny Storm, la torche humaine, et Ebon Moss Backrack ou Bachark, je sais pas comment on le dit, en Ben Grimm, la chose. Et donc ça c'est la famille des 4 Fantastiques. On trouve aussi Julia Garner qui jouera une version féminine du Surfeur d'Argent pour ce film-là. Donc on a hâte quand même de découvrir ce que nous réserve le film de Marvel. Et aussi John Malkovich qui fait également partie du casting dans un rôle encore indéterminé, mais il y a beaucoup de rumeurs qui laissent entendre qu'il pourrait prêter sa voix en fait au robot Herbie de la famille des 4 Fantastiques, même si pour l'instant on n'a pas de news officielle là-dessus. Le film sera réalisé par Matt Shakman et se déroulera dans les années 60, période de la création en fait des 4 Fantastiques par Stan Lee et Jack Kirby. Le scénario a été écrit par Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan et Jan Springer. Ça fait beaucoup de monde, Un peu, ouais. mais on espère justement que Marvel a mis les bouchées doubles pour les 4 Fantastiques parce que ça peut être un film ultra important pour le MCU qui est en chute libre quand même depuis plusieurs années et qui a besoin de se renouveler. Donc voilà pour l'annonce. Complètement. On nous pose la question dans le chat, c'est David qui nous demande pas d'acteur annoncé pour Doctor Doom. Pas Pour encore. l'instant, pas à ce stade. On imagine que si on a déjà Galactus en grand méchant des 4 Fantastiques, peut-être qu'on pourrait se passer de Doctor Doom Peut-être dans aussi, le même film. Il y avait des rumeurs sur Javier Bardem en Oui. Doctor Doom, et encore une fois, c'est à l'état de rumeur, donc faut pas... Il y avait déjà Javier Bardem en rumeur pour Galactus. Pour Galactus, tout à fait. Donc à voir. Mais voilà. Croyez bien que dès que nous aurons plus d'informations, vous en serez les premiers informés. C'est l'avantage d'avoir une émission hebdomadaire, bien entendu. D'ailleurs, on Exactement. va rester un petit peu dans la thématique MCU, puisque Bob Iger s'est exprimé cette semaine lors d'une conférence qui a été donnée au sujet des résultats financiers trimestriels de la grande firme internationale, et ensuite il y a eu un moment pour échanger avec les différentes personnes qui étaient sur place et qui lui ont posé des questions sur la fameuse fatigue des super-héros au cinéma. Et donc il s'est évidemment exprimé au sujet de la grande production du MCU. On était quand même à 4 séries par an et 4 films par an, et on s'est bien rendu compte en 2023 que c'était peut-être un peu beaucoup. Surtout quand quantité ne rime pas forcément avec qualité. Donc il s'est exprimé, il a même quantifié la future production qu'il souhaite pour Marvel Studios. Il dit 2 bons films par an, 3 maximum, versus 4 précédemment, et a priori les séries elles aussi devraient passer à 2 contre 4
précédemment. Mhm. Il explique que tout ça, en fait, les 4 séries et les 4 films par an, c'était le résultat, un vestige d'un désir passé d'augmenter le volume, donc comprendre, nourrir la bête de Disney+, comme on l'a longtemps et souvent dit ici. Il dit « Je travaille dur avec le studio pour réduire la production et se concentrer plus sur la qualité. » Il s'est quand même exprimé sur film original versus suite, et il dit pour lui qu'il y a quand même beaucoup de valeur dans les suites, d'un point de vue marketing, d'un point de vue rentabilité, etc. Mais que Disney va essayer d'équilibrer suite et production originale d'une manière générale, donc pas seulement pour le MCU, mais aussi pour Disney, pour Star Wars, etc. Alors, et donc il a cité en exemple les films animés, en disant bah là on était sur une phase plus production originale, maintenant là on va entrer sur une phase plus suite, comme on l'a vu d'ailleurs, hein, parce qu'on l'a traité récemment, Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et 4, et Toy Story 5. Donc, donc là on est a priori, ce serait comme ça qu'il envisage le futur de sa boîte pour l'instant, et donc particulièrement le MCU qui va drastiquement réduire la voilure de 50% quasiment, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qu'on dit, comme tu l'as dit, hein. C'est quelque chose dont on parle depuis un bout de temps, et je pense que c'est la meilleure solution. Et en fait, il fait juste face aux chiffres qui sont en baisse, il n'a pas le choix. Il se rend bien compte que là, voilà, c'est la seule façon de créer de la hype, de prendre le temps de créer des films intéressants, des séries intéressantes, etc. Donc voilà, de donner le temps aux scénaristes, aux réalisateurs, aux acteurs de faire des trucs propres. Donc, tant mieux, c'est super. Et puis arrêter de courir après toujours n'importe quel contenu plutôt que de dire oui à tout. Ouais, après tu vois, je digresse 2 secondes et on passe aux autres news, mais c'est vrai que si tu te mets à la place d'un mec qui fait un carton avec Endgame, le truc qui était inédit en fait, et forcément t'as envie de capitaliser dessus. C'était pas forcément le meilleur move, mais c'est je pense un move humain et un move plutôt logique de boîte, de grande entreprise, tu vois, de dire bah vas-y en fait, on continue et on va bourriner jusqu'à plus soif, quoi, et jusqu'à ce que les gens n'en peuvent plus, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Jusqu'à mort s'en suive, quoi. Et tu peux toujours te relever, donc en fait c'est ce qui se passe, c'est tout, quoi. Exactement. Malheureusement, on a connu une longue période pas ouf, quoi. Bah là, je pense qu'ils prennent la bonne décision, à voir ce que ça va donner sur les prochaines prods, quoi. En parlant de licences qui pourraient être rincées jusqu'à la moelle, on peut parler de La Planète des Singes, dont la nouvelle mouture est sortie la semaine dernière, Le Nouveau Royaume. C'est quoi cette histoire de 9 films, La Planète des Singes ? Alors ça peut paraître énorme, mais en fait c'est le plan des scénaristes. Alors il y a Rick Jaffa et Amanda Silver, le duo de scénaristes producteurs pour La Planète des Singes, Avatar et Jurassic World, qui ont partagé leur vision ambitieuse pour la franchise La Planète des Singes. Et en fait, dès le début, Jaffa envisageait un total de 9 films pour la série. Voilà ce qu'il déclare. Quand nous avons eu cette idée pour la franchise des singes, nous avons vu 9 films. Nous pensions que c'était incroyablement ambitieux. Jusqu'à présent, 4 films ont été réalisés, et avec la sortie du Royaume de la Planète des Singes, en fait, ils ont posé les bases pour au moins 2 autres films. Bon, évidemment, la réalisation de ce plan va dépendre en grande partie du retour public, même si j'en parlerai dans mon plan box-office, ça a l'air de plutôt bien se passer. Mais ils ont aussi discuté avec les responsables du studio sur les directions possibles pour les prochains volets de la saga La Planète des Singes, et ils ont exprimé leur enthousiasme pour la continuité de cette série qui, en fait, peut poser beaucoup de questions avec une nouvelle trilogie. C'est ce qui se passe avec le Royaume, le nouveau film, et sur le côté jusqu'où on peut aller. Donc en fait, à l'époque, quand ils ont sorti le remake de La Planète des Singes avec James Franco, qui est sorti en 2011, et bien à l'époque, ils avaient déjà l'idée de faire 9 films, ce qui est quand même assez dingo quand ils pensent, et ça se fait petit à petit, et elle est marrante cette franchise, parce qu'elle est jamais citée, je trouve, par les gens quand tu parles de pop culture. Je suis super d'accord. Elle est étrange, mais elle est bien. J'aime bien cette franchise, étonnamment, tu vois. C'est une franchise un peu sous-marin en fait quand ils pensent. Complètement sous-marin, et qui fonctionne. Hein. C'est ça, Pierre, parce que ça fait du chiffre. Elle est reconnue pour ses effets spéciaux qui sont dingos, même pour des fois ses scènes assez intenses. Excuse-moi, mais le nom de César dans le premier, désolé je spoil, mais la première fois que César dit non quand il se rebelle, c'est quand même une scène méga importante, je trouve, et qui marque, quoi. Et en fait, même j'aime beaucoup les suites. J'aime beaucoup La Guerre de la Planète des Singes, celui de Matt Reeves. Moi j'avais beaucoup aimé les origines, perso. Et salut Catherine. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui entendent. Mon chat est en train de péter un câble. Cette émission est vivante. Il faut le rappeler aussi.
Exactement. Tu veux participer? Non? OK. Je Bref, non, mais préfère tout la ça pour dire planète que des chats, c'est pour ça. la planète des chats et ouais, putain, il y a un truc là et bref et le jour où elle va parler, je vais péter un câble et qu'est-ce que je disais? Donc ouais, non, c'est une franchise un peu sous-marin comme tu dis, oui et qui pourtant fonctionne et là, à voir s'ils vont aller jusqu'à 9 films, mais si la nouvelle trilogie marche, oui, évidemment, quoi. Ils iront. Ouais, c'est On intéressant sera on qu'ils sera à 6 aient, films à ce moment-là. c'est intéressant qu'ils aient pensé à ça comme 3 trilogies, en fait. Ouais, Et du coup, ils ont l'air de dire que bah, après le Nouveau Royaume, il peut y en avoir 2 autres avec les mêmes ça personnages et annonce, que 2 suites, ouais. bah, c'est intéressant. Je l'ai pas Ouais, encore ouais. vu. Moi non plus. Franck dans le chat nous dit que c'est le plus faible de la nouvelle franchise. OK. Bon, on ira voir sur pièce, bien entendu. Et puis on en parle dans quelques instants dans ton point box-office, de toute façon. Exactement. Euh, Grande nouvelle pour le paysage du streaming français. On attendait vraiment impatiemment une nouvelle offre, une nouvelle plateforme de streaming. C'est Mmh. celle de Max, donc anciennement HBO Max, lancé depuis déjà bien 2 ans, je crois, aux Oui, États-Unis, facile, ouais. Ouais. et qui n'était toujours pas arrivé en France, malgré la diffusion de The Last of Us, par exemple. Ça y est, on sait enfin quand est-ce que ça arrive, précisément C'est le bientôt. 11 juin. Le 11 juin, ça a été annoncé la semaine dernière, et on sait même combien ça va coûter, donc je vais vous faire un petit peu le rundown et vous expliquer où est-ce que ce sera disponible, etc. Il y a un petit peu d'informations, je suis désolé, ça va être un peu long, mais c'est important, je pense. Pourquoi le 11 juin? Parce que c'est très exactement une semaine avant la diffusion de la saison 2 de House of the Dragon, qui sort le 17 juin en France. 3 offres vont être pratiquées via l'application Max, on va dire classique. La Max basique qui sera avec publicité à 5,99€ par mois. Vous aurez le droit de connecter 2 appareils en simultané et vous aurez de la qualité Full HD maximum. Deuxième offre sans pub cette fois, Max standard, 9,99€ par mois, 2 appareils en simultané également, Full HD maximum aussi, mais 30 contenus disponibles hors connexion, donc téléchargeables sur vos appareils pour pouvoir en profiter hors connexion internet, et les accès à des chaînes télé comme Boomerang, Cartoon Network, CNN International, Discovery Channel, TCM Cinéma, Warner TV Next, et enfin, l'offre premium, Max Premium à 13,99€ par mois. Cette fois, c'est 4 appareils en connexion simultanée, de la Full HD ou de la 4K au maximum, et sans contenu hors connexion, plus toutes les chaînes télé que je vous ai citées tout à l'heure. Vous aurez aussi le choix d'opter pour une option sport à 5€ par mois supplémentaire pour pouvoir accéder à Eurosport 1 et Eurosport 2. Je note que Max est diffuseur conjoint avec France Télévisions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils seront accessibles sans surcoût du 26 juillet au 11 août, c'est-à-dire que même si vous avez la Max basique, vous aurez le droit de regarder les JO, vous n'aurez pas besoin de payer l'option sport pour pouvoir les regarder. Mm. Il y aura des deals de distribution chez Canal+, Prime Video, Orange, Free et SFR, et justement au sujet de Canal+. Canal+ ajoutera Max sans surcoût dès le 11 juin à ses abonnés Canal+ Ciné-Série, Canal+ Friends and Family, Canal+ Intégral et Canal+ Raplus Ciné-Série. L'histoire ne dit pas à quelle offre Max ses abonnés auront accès, si ce sera l'offre pubée ou l'offre standard. J'imagine ce sera clairement pas l'offre premium, mais voilà. L'équipe nous dit aussi que l'accès se fera via MyCanal et non via l'appli Max. Donc oubliez l'idée d'avoir des identifiants sur l'application Max, ce sera directement dans votre MyCanal. Et enfin, pour les abonnés Warner Pass via Prime Video, ce sera transparent, c'est-à-dire qu'en fait votre abonnement sera transféré depuis le Warner Pass vers la nouvelle, le nouveau truc Max, quoi. Donc voilà tout le plan pour Max qui sort désormais dans moins d'un mois en France. Et ça faisait un moment qu'on l'attendait, et on se doutait bien que ça arriverait pour House of the Dragon saison 2, mais voilà. Question de Lactique dans le chat, mais pourra-t-on regarder Max depuis Prime? Oui, il faudra basculer sur la plateforme Max. Alors ça n'est pas dit, j'ai pas l'info. En revanche, c'est pas impossible.
Pour l'instant, je pense que ça fera partie des Amazon Channels comme MGM+, OCS à l'époque, etc. etc. Ouais. Ce sera, à mon avis, c'est pas impossible que ce soit directement dans Prime Video. Vous payez votre surcoût comme le Pass Warner, et, et voilà. Et donc ça, c'est à préciser. Je vous parle de mes conjectures, mais le Pass Warner deviendra Max dans Prime Video. Ce qui est plutôt cool. Voilà pour l'arrivée de Max en France. Dis-moi, t'as des choses à dire? Dis-moi. Non, justement, j'ai une question. Est-ce que t'as pas des news, des petites news à nous donner là rapidement comme ça, là, très très vite Les brèves en rapid fire, allez, c'est Allez, parti. voilà. Je te propose de parler de plein de choses, et très rapidement, puisque nous avons appris cette semaine le décès de Roger Corman, réalisateur maître de la série B, hein, comme on l'appelait. Il a notamment été réalisateur de La Petite Boutique des Horreurs, La Chute de la Maison Usher, Le Masque de la Mort Rouge, etc. Il avait 98 ans, et il a notamment aidé à lancer les carrières de nul autre que Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, et bien d'autres. Donc ciao à Roger Corman. En parlant de personnes qui sont mortes, on pourra bientôt pouvoir voir un documentaire sur Christopher Lee qui s'appellera La vie et les morts de Christopher Lee. Ça, c'est prévu du coup au Royaume-Uni, et ça a l'air assez intéressant. Christopher Lee qui a eu une carrière absolument monumentale, hein. En dehors, bien sûr, de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, il y a énormément de choses à dire sur... Des chasseurs de nazis, précisons quand même. Par exemple. Par exemple. Entre autres. Entre autres. Ce qui est sympa. En parlant de Star Wars, on a appris dans une petite... dans une grosse discussion chez Variety cette semaine. Donc évidemment, La Menace Fantôme a 25 ans cette année. Et on a appris aussi que sur Disney+, c'était le film Star Wars le plus vu sur Disney+. Donc ce qui est intéressant à noter pour le nombre, les petites musiques qu'on entend régulièrement sur internet qui nous disent que c'est le pire film Star Wars, c'est aussi sans doute un des plus aimés, puisque c'est un des plus regardés, sans doute aussi parce que c'est le premier de toute la saga, hein, il faut pas se mentir non plus, quand on recommence un rewatch, qui est-ce qu'on regarde en premier? En principe, le premier. On a appris également que dans Mad Max, dans Furiosa, Mad Max Saga, cette charmante Anya Taylor-Joy n'aurait que 30 lignes de dialogue. Donc ce qui montre bien qu'on est sur la droite lignée de Mad Max Fury Road, avec une héroïne qui va très peu parler, et donc un film qui va certainement faire parler la poudre et le gasoil. On a aussi appris que le budget du film de F1 de Brad Pitt est évalué à plus de 300 millions de dollars. C'est ouf. Ce qui paraît absolument démentiel. On va rappeler que ce film sera réalisé par Joseph Kosinski, à savoir le réalisateur de Top Gun Maverick. Donc ça peut être évidemment très intéressant. 300 millions de dollars? Pas un peu beaucoup? Je sais pas, après la F1 elle vend en poupe, c'est vrai. Ça marche bien, Top Gun Maverick, Brad Pitt, ça peut marcher. Hein. Écoutez, pourquoi pas. On a aussi appris que Sigourney Weaver était en discussion pour rejoindre le casting de The Mandalorian and Grogu, donc le prochain film Star Wars à sortir sur nos écrans en 2026, on va le rappeler, qui fera suite à la série The Mandalorian. On en parlait la semaine dernière des publicités dans les jeux vidéo, et il se trouve que le PDG d'Electronic Arts, toujours les mêmes bien entendu, Andrew Wilson, s'est exprimé en disant qu'il serait intéressé, et ils sont en train de tester des choses pour faire apparaître des pubs dans certains de leurs jeux les plus importants. Voilà, comme quoi. Sympa. Au sujet de Shogun, je vous parlais de la semaine dernière d'une saison 2 qui était pas tout à fait dans les cartons. Par contre, cette semaine, on a appris que Hiroyuki Sanada avait commencé à signer un deal pour revenir dans une saison 2 potentielle et reprendre le jeu, le rôle de Yoshii Toranaga. Donc c'est peut-être en train de bien partir pour une suite de cette série que j'avais beaucoup aimée, dont je vous en avais parlé dans la section reco. Il faut que je regarde. Ouais. Et toujours sur FX, et donc sur Disney+, en France, The Bear a annoncé sa date de sortie pour sa saison 3, ce sera le 27 juin sur FX,
et sur Disney+, un peu partout sauf en France, de ce que j'ai vu, et tous les 10 épisodes de la saison 3 sortiront en même temps. Alors il se trouve en fait que c'est écrit chez Deadline que tout ça sortira sur les territoires autres que les États-Unis sur Disney+, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie, mais la France n'est pas citée donc pour le 27 juin, et pour les autres territoires sur lesquels est disponible Disney+, ce sera plus tard. Donc, pour l'instant, ne connaissant pas les délais de traduction, on s'imagine que... Ça prend toujours, pour avoir regardé The Bear, ça prend toujours un peu de temps, C'est ça. étonnamment, c'est chiant. En fait, ils diffusent, la saison 1 et la saison 2 à chaque fois étaient diffusées depuis au moins un bout de temps Ça met avant que ça débarque en France. au moins Donc, un mois et demi Ouais. facile avant de sortir. Donc sachez-le, vous entendrez sans doute parler sur Twitter de The Bear saison 3 dès le 27 juin, mais en France ce sera pas disponible encore. Voilà. Et regardez The Bear. Ouais, Regardez il paraît que vraiment c'est The super. Bear. Ouais. Au sujet d'un remake de Barbarella, ça avance autour de Sydney Sweeney qui du coup incarnera Barbarella, et a priori c'est Edgar Wright qui serait en négociation pour coécrire et pour réaliser le long métrage. Et c'est très bien. Et Intéressant. justement, c'est Jen Goldman qui écrit aussi, qui est au scénario, qui s'est occupé de Kingsman et de X-Men First Class, etc. Donc bien aussi niveau scénar, on a du solide, quoi. Donc, ce serait très cool. Bah, très franchement, moi Edgar Wright, de toute façon, il peut faire n'importe quoi que j'irai le voir, donc... Moi, très franchement, Sydney Sweeney, elle peut faire n'importe quoi que j'aille voir, donc c'est pas... Lire le bottin. Allons-y. Exactement. Le nouveau The Office a été commandé de mémoire, et il devrait se baser sur... Enfin, il devrait suivre, en fait, la même équipe qui avait suivi Dunder Mifflin, mais qui, cette fois, intégrera la rédaction d'un journal papier en fin de vie, et ses rédacteurs et ses reporters volontaires, enfin bénévoles. Donc... intéressant, et ça sera situé dans le même univers que la série originale, donc potentiellement des petites têtes qui vont passer. Exactement, mais Steve Carell a précisé aujourd'hui qu'il ne viendrait pas Ouais. dans ce spin-off. Il a dit je regarderai, mais je ne passerai pas justement dans ce spin-off. Après, s'il adore, impossible. Oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit sa propre série avant On est bien d'accord. d'être une série à caméo, tu vois. On J'aimerais est bien bien découvrir une d'accord. vraie série. Je suis curieux. Ouais. bien Oui, carrément. Et puis Domhnall Gleeson est super, donc. Il y a des choses à faire en plus avec le milieu de la presse. Bah ouais. Donc, moi, Ça peut être très bien. Ouais, Ouais. ça peut être très bien. Côté Game of Thrones, vous n'êtes pas sans savoir que House of Dragon, du coup, arrive très prochainement, mais qu'un nouveau spin-off sortira l'an prochain, à la fin de l'année 2025. Et on a appris que donc, ce spin-off s'appelle The Head Knight, et donc suivra les aventures de Sir Duncan et de son écuyer. Et on a appris qui réaliserait 3 des 6 épisodes. Il s'agit d'Owen Harris, réalisateur notamment de certains épisodes de Black Mirror, et notamment d'un excellent épisode de Black Mirror, saison 6 peut-être. Oula, peut-être même avant, non. Saison 4. Ouais, qui s'appelle San Junipero. Donc vraiment, moi ça donne envie en tout cas de voir ce qu'il va faire, et ça va se tourner très prochainement là. Amazon aujourd'hui a annoncé, Amazon et MGM ont annoncé qu'ils allaient faire une série Tomb Raider, donc autour de Lara Croft sur Prime Video, et c'est Phoebe Waller-Bridge qui écrira et fera office de productrice exécutive pour cette série. Elle ne jouera pas dans le rôle principal, mais intéressant parce que bon, on sait qu'elle écrit bien, et donc ça peut être cool à voir. La saison 5 de The Boys a été confirmée d'ores et déjà, alors que la saison 4 n'est toujours pas disponible, mais devrait l'être d'ici un mois. Ouais. Et enfin, Nicolas Cage reviendra dans le rôle de Spider-Man noir pour MGM+, et Amazon Prime Video, dans une série live action. Et oui, on va le rappeler, cool. Il donnait sa voix à Spider-Man noir dans New Generation, Into the Spider-Verse. Et donc il va incarner de nouveau le personnage, mais cette fois en live action. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ben ouais, et puis sur une série, c'est étonnant parce que Nicolas Cage dans une série, c'est la première fois, je crois.
Enfin, j'ai pas le C'est bien souvenir possible, oui. d'avoir vu Nicolas Cage dans une série, C'est donc vrai. c'est cool aussi. Carrément. C'est pas... Ouais. Juste pour préciser, on a eu 2 trailers qui sont sortis aujourd'hui. Le trailer de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, qui a d'ores et déjà été daté pour le 29 août, avec 3 premiers épisodes balancés le 29 août, et ensuite le reste en hebdomadaire, donc sur Prime Video bien entendu. Trailer très, très bagarreur pour le coup, donc a priori il va se passer des choses, contrairement à la saison 1. Oui, c'est une bande-annonce. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Ça ne m'intéresse pas, mon Dieu. En Je suis revanche, déchauffé de ouf, hein. Je sais pas. Ouais. En revanche, la saison 2 de House of Dragon a eu droit à un nouveau trailer aujourd'hui, après un leak qui a été organisé en ligne. Pour le coup, bon, voilà, comme vous le savez, ça me chauffe bien. Donc on verra ça le 17 juin. J'ai fait exprès de pas le regarder pour pas me spoiler. Tu as bien fait. Tu as bien fait, même si on n'en voit pas grand-chose de plus que dans les 2 précédents trailers. Non, mais tu vois, j'ai envie d'avoir la petite surprise, là, dans un mois. Il faut profiter de tout ça. Vraiment, juin, ça va être un mois. Ça va être, mon Dieu, oh là là. Ça sent la canicule, ça voilà, ouais, ça sent un peu les dessous de bras. Ça sent la sueur. Ça sent la sueur, ouais. Ah la vache. Bah merci en tout cas pour les news, c'était dense cette semaine. Ouais, c'était dense, on avait beaucoup de choses à vous dire. C'est l'heure du point box-office, Adrien. Yes. Alors, point box-office moins fourni que d'habitude, puisque je n'ai choisi que 3 films. Cette semaine, je commence avec La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui est en tête des sorties en France avec 825 979 entrées, et à l'international a déjà récolté 131 millions de recettes pour son premier week-end. Aux États-Unis, il a récolté sur le territoire seul 56,5 millions de dollars, donc c'est vraiment pas mal pour la franchise, c'est même le meilleur démarrage de la franchise en France, et la France est le 3e marché avec 7,1 millions de dollars. Pour rappel, le budget de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, est de 160 millions. Okay. Donc là, il est déjà à 131 millions. Donc on est quand même sur une bonne lancée. Il devrait rentrer dans ses frais sans trop de problèmes. Je poursuis avec un petit truc en plus, qui a dépassé 2 millions d'entrées en seulement 13 jours. C'est monstrueux. C'est juste incroyable ce que fait Artus avec son premier film. Il vise les 5 millions avec le bouche à oreille exceptionnel qui est en train de se produire là en ce moment. C'est du jamais vu depuis des années et des années. On a hâte de suivre. On le disait déjà la semaine dernière que ça a commencé à être un phénomène un petit peu à la Bienvenue chez les Ch'tis ou à Intouchable. Là, ça se poursuit et vraiment, ça se... 2 millions, mais même pas en 2 semaines, c'est en 13 jours. Quoi. La promo va continuer en plus parce que là ils sont à Cannes avec l'équipe. Les gens continuent d'en parler de plus en plus. Je sais que moi j'ai des potes qui, même si ils sont pas fans du tout de cinéma français ou de comédie française, me disent par curiosité on y est allé. Les salles étaient blindées, on a passé un beau moment, c'était émouvant, ça rigole avec les handicapés et pas des handicapés, etc. Donc en fait il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que le film fonctionne et cartonne dans la durée. Trop bien. Trop bien, et je termine avec The Fall Guy qui lui par contre chute de 50% en 2e semaine aux États-Unis et récolte, donc là en 2e semaine, 49,6 millions de dollars sur le territoire américain et un peu plus de 100 millions de dollars dans le monde, 103 millions, ce qui est pas dingo parce que son budget apparemment serait compris entre 125 et 140 millions. Donc il y a quand même une belle chute au niveau des, c'est le cas de le dire. Des entrées. Bah, c'est ce que voilà, c'était la blague que je voulais faire, j'ai oublié de la faire évidemment. Merci d'être là pour moi. Voilà, c'est la chute du Fall Guy et donc à voir. J'en parlerai en fin d'émission de The Fall Guy parce que je suis allé le voir récemment. Je comprends peut-être la chute. Je comprends qu'il n'y a pas forcément un bouche à oreille incroyable non plus voilà, sur le film avec Ryan Gosling. D'accord. Et c'est tout pour mon point box-office. Bah écoute, super, on va pouvoir enchaîner tranquillement. Merci pour le point box-office. C'est l'heure du gros sujet. Alors vous savez, de temps en temps, on a envie de faire un gros focus sur une news qui nous paraît importante de la semaine, et donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans la section news. C'est qu'on voulait vous parler de cette fameuse annonce d'un nouveau film Le Seigneur des Anneaux, qui s'appellera La Traque de Gollum, et qui est prévu pour l'année 2026. Alors, sans date précise, mais on s'imagine bien qu'ils vont reprendre le slot habituel, à savoir décembre, de tout ce qui est Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. On sait que Peter Jackson va produire, que Andy Serkis revient évidemment dans le rôle de Sméagol Gollum, et il sera aussi réalisateur.
de ce long métrage. On va préciser que Andy Serkis a été réalisateur de la deuxième équipe sur la trilogie Seigneur des Anneaux, et a aussi réalisé des films depuis. Alors pas forcément les meilleurs films du monde, on est bien d'accord. Il a réalisé Venom 2, hein, ce qui Voilà. est très compliqué. Ouais. Mais Très, c'est très un compliqué. réalisateur, malgré tout, donc qui sait manier une caméra, quoi qu'il arrive. Son livre de la jungle est pas mal quand même. Excuse-moi, je te coupe 2 Oui, secondes, mais c'est vrai son que oui, oubli, dans le ouais, chat, j'étais son en livre de train la de jungle est chercher. bien. C'est vrai que son livre de la jungle est pas est ok. Ouais. Il est pas trop mal. Et, mais bon, oui. Et d'ailleurs, en parlant de jungle et tout, animaux, il est en train normalement de toujours bosser sur la ferme aux animaux. Ça fait un ferme moment des qu'il animaux bosse dessus. Hein. ouais, d'Orwell. Mais, pas de Je soucis. vais me fact-checker vite fait. Il a été réalisateur de la deuxième équipe sur la trilogie Le Hobbit, pas la Du trilogie Hobbit, Le Seigneur ouais. des Anneaux. Mm. My bad. Tout Ton mauvais. ça pour dire que donc il sait travailler avec une équipe et réaliser. Je vais préciser aussi que c'est pas le seul film Seigneur des Anneaux qui est dans les cartons. Alors on sait qu'il y a La Guerre des Rohirrim, un film d'animation qui sort là en décembre, mais en fait ils ont annoncé 2 films live action sur lesquels les cinéastes de la trilogie Seigneur des Anneaux, que sont Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, vont produire et seront, on va dire, impliqués à chaque étape de la production. Alors on ne sait pas quel est ce deuxième film et quel est son sujet, ni qui le réalisera, donc on imagine que c'est pour dans plus longtemps que ça. Côté développement du scénario, ce sont les scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens qui travaillent en coopération avec Phoebe Gittins et Artie Papagiorgio pour explorer des intrigues en fait de tout ça. Et voilà ce qu'on sait. Je suis allé checker un petit peu. En Nouvelle-Zélande, on nous explique que les films Seigneur des Anneaux que Warner est en train de lancer vont avoir pour point central Wellington comme point central de production, ce qui tend a priori à confirmer que ça va se tourner là-bas, en Nouvelle-Zélande, comme l'ont été les trilogies de Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ce qui est plutôt cool, parce que bon, ça aide le pays, et en plus, d'un point de vue visuel, c'est quand même assez marquant de tourner là-bas. Ce serait dommage d'avoir créé tout un système de cinéma en Nouvelle-Zélande pour pas l'utiliser. Exactement. Donc en gros, cette annonce, elle nous fait un petit peu l'effet de on réunit les Avengers du Seigneur des Anneaux et puis on y va, quoi. Est-ce que, cependant, c'est une bonne idée? C'était un petit peu ça le sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Bonne question. Mais oui. Est-ce que c'est pas une licence qui devrait un petit peu plus se respecter? Respecte-toi, Seigneur, putain. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce que ce qui a tendance à me rassurer, c'est l'équipe créative derrière. Déjà, ça c'est un point où on peut pas nier que c'est les OG, quoi. C'est ceux qui étaient là depuis le début. C'est ça. Ils ont bossé dessus, donc... Alors c'est sûr, c'est pas Peter Jackson derrière la caméra, mais il est à la prod, et il y a quand même Andy Serkis. Andy Serkis, certes, il fait de la daube quand il fait Venom 2, mais c'est quand même Andy Serkis, Planète des Singes, on en parlait juste avant. C'est Planète des son Singes, personnage en plus. son perso quand même, Gollum, voilà, etc. Et donc la performance capture, il connaît. C'est lui qui va savoir comment gérer tout ça et être au plus près, tu vois, des plans pour mettre ça en scène. Donc ça a tendance à me rassurer. Toute cette équipe derrière, c'est super, c'est génial. Derrière, moi je suis pas familier, et c'est là où tu peux m'aider toi, sur toute cette histoire de la traque de Gollum. De ce que j'ai compris, ça se passe avant évidemment les événements du Seigneur des Anneaux, peut-être même pendant le Hobbit, non c'est juste après le Hobbit je pense, et c'est Aragorn, si je me trompe pas, qui traque Gollum en gros. Donc à ce moment-là, en fait, ils vont devoir recaster évidemment Aragorn, ou trouver un Aragorn plus jeune. Ils vont jamais faire revenir Viggo Mortensen. Donc ça, tu vois, c'est un peu genre, on reprend des persos que vous aimez bien et on va devoir les recaster. Ça fait un peu chier. C'est un peu dommage, quoi. Bah oui, c'est... En fait, je pense que il y a un côté rassurant dans le sens où c'est quand même un des personnages les plus importants de la saga Le Seigneur des Anneaux qui revient là. C'est un des personnages qui est les plus emblématiques
de la trilogie. Moi, c'est probablement un de mes préférés, Gollum. En revanche, ça reste casse-gueule, parce que je doute pas qu'il sera absolument magnifique visuellement. Hein. Ça, je pense que ça va être incroyable. Que Andy Serkis va être incroyable en termes de performance capture. En revanche, c'est tout le reste qui m'inquiète un peu plus. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à raconter en fait? Alors c'est ça le truc, c'est vraiment la question que je te posais, je connais pas assez l'histoire et je me dis, pour un film ça peut tenir, j'imagine. Est-ce que ce serait pas le Mad Max Fury Road du Seigneur des Anneaux, quoi, genre une fuite où, tu vois, on va traquer quelqu'un et... On va préciser quand même qu'il y a des fans qui ont réalisé un court-métrage sur cette séquence spécifique de tout ça, qui dure 18 minutes. Donc... faut que je le regarde d'ailleurs, par curiosité. Il faut que je le regarde aussi, enfin il faut que je le re-regarde parce que j'ai oublié. Mais tout ça c'est basé en fait sur les appendices du Seigneur des Anneaux. Ishamael nous dit Warner Bros l'a supprimé de YouTube. Non, ils l'ont remis. Ils l'ont remis depuis en disant que c'était une erreur. Ouais. Donc voilà. Mais ils vont broder autour comme le Hobbit, sans doute. C'est pas impossible. Après, moi j'ai pas spécialement de problème avec l'idée de broder autour de ces trucs-là. Moi, ça me dérange pas tant dans les Anneaux de Pouvoir. Je vois pas pourquoi ça me dérangerait dans la traque de Gollum. Encore faut-il que ce soit bien brodé et qu'il y ait des choses à raconter. Moi, je préfère un one-shot ultra... tu vois, enfin pas dense, mais justement plein de tensions, vraiment ultra nerveux, plutôt que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, où c'est plan de ouf, il se passe pas grand chose, on tire en longueur exprès pour dire regardez, on a des choses à dire, mais en fait vous avez rien à dire, et tu vois, je préfère ça. Je préfère vraiment un film qui raconte quelque chose en 2 heures, super. Ouais. Pas 1h30, je laisserai 2 heures quand même aussi. Et 2 heures, ce serait parfait. Et voilà, et après, let's go, c'est tout quoi. N'en faites pas une trilogie, mais juste un film qui se tient sur Gollum. Ouais, c'est cool. En vrai, moi, je suis plutôt chaud. En fait, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que t'as l'impression qu'ils ont compris que c'était peut-être pas forcément la peine de faire des trilogies de tout. Non. Donc, typiquement le Hobbit, je pense que ça s'est un peu cassé la gueule parce qu'ils ont décidé de faire une nouvelle trilogie et que, au final... c'était sympathique visuellement, mais en termes de contenu, c'était... le premier, ça va encore, mais alors les 2 suivants... Et donc voilà. Après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont annoncer sur le 2e film, mais pour parler spécifiquement de celui-ci, qui est le personnage principal de ce film? Est-ce que c'est Aragorn ou est-ce que c'est Gollum? Non, c'est Gollum. Est-ce que c'est un film de chasse, ou est-ce que c'est un film de fuite? Comment est-ce que tu l'abordes en fait, tu vois? Ouais, oui, carrément. C'est là où c'est intéressant. Bah ouais, grave. Ouais. Mais je pense que le personnage est tellement important, comme tu l'as dit, et tellement ancré dans l'esprit des gens que ça sera forcément Gollum le héros. Ça peut pas être autrement. Et tu vois, je serais pas surpris qu'ils fassent un micro-remake de la séquence d'ouverture du Retour du Roi, où tu vois comment Sméagol est devenu Gollum. Je serais pas surpris qu'ils se permettent ça. Ce qui permettrait aussi de replanter le décor, de reparler du personnage, de pourquoi il est devenu ça. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que dans la traque de Gollum, il y a certes Gandalf qui demande à Aragorn de le retrouver, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi Sauron et les Nazgûl qui veulent essayer de le choper. C'est vrai. Et donc quand est-ce qu'il base cette traque? Est-ce que c'est avant qu'il soit chopé par Sauron et interrogé sous la torture, ou est-ce que c'est après? Tout ça, ça peut être intéressant. Ça, c'est dans quel bouquin? C'est dans les appendices du Retour du Roi. En fait, si tu veux, le Seigneur des Anneaux, c'est 3 bouquins. Et à la fin du 3e bouquin, il y a un certain nombre des addendums, en fait, des trucs qui sont rajoutés, et qui sont souvent des trucs, ça va être de la généalogie des rois du Gondor, des rois du Rohan, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des petits bouts de trucs. C'est notamment sur ça qu'est basé la guerre des Rohirrim qui sort en décembre, et les Anneaux de Pouvoir aussi, parce qu'ils n'ont pas les droits en fait du Seigneur des Anneaux, ils ont les droits des appendices, et donc du coup c'est là-dessus qu'ils vont se baser. Alors moi ça fait un moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus de tout, mais très franchement,
pense qu'il y a des choses à faire, et puis bon, c'est des gens qui sont quand même capables d'écrire des trucs, donc j'ai plutôt confiance. C'est un projet qui donne confiance et où l'annonce, tout est fait pour te donner confiance, en fait. Oui. C'est Oui, tu aussi... sens qu'ils se bordent un peu, hein, quand même. Ouais. Mais- C'est aussi histoire de dire, regardez, nous on fait pas comme les anneaux de pouvoir, on va aller Ouais. chercher les gens qui savent faire. Ouais. Et Mais il y a un truc quand même quand il pense, depuis le Seigneur des Anneaux, on n'a pas eu un super film autour de la saga, quoi. on est bien d'accord. Le Hobbit, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, Non. on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, c'est pas incroyable non, Non. plus, quoi. Et ça se regarde, hein. Disons, mais c'est... vu le niveau de la trilogie du Seigneur des Oui. Anneaux, quand t'arrives sur le Hobbit, tu peux pas dire c'est génial. Non, voilà, c'est compliqué. La série, elle est pas bien. Les jeux vidéo, à part alors, Shadow of Mordor qui était super, Ouais. c'était quand même deux très bons jeux vidéo. C'était Shadow of War et Shadow of Mordor, je crois. Et c'était très bien, mais après, on a eu un jeu vidéo Gollum qui est sorti il y a pas longtemps, qui était le pire jeu dernier, vidéo ouais. du monde, quoi. Voilà, donc la saga, elle est pas non plus dans sa meilleure forme, quoi. Je veux dire, la hype, elle est pas spécialement là. Il y a Non. pas un truc, tu vois. Non, je suis curieux vraiment des retombées du film d'animation là, de décembre. Parce que déjà, Ouais. je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a conscience de cette sortie. Et je pense que personne ne sait. À part mais les il y a gens pas qui de com, sont au il y a pas de courant, tu com, vois. hein. Il n'y a pas de Bien com. sûr. Je suis Il y a super aucune surpris. communication. Alors, ils vont communiquer la Annecy, puisqu'à mon avis, ils vont le projeter. Oui. Le festival d'animation d'Annecy, parce que l'an dernier, ils l'avaient un peu présenté avec des images fixes. Et là, je pense qu'ils vont le diffuser. Donc, il va peut-être commencer à y avoir un peu de com à ce moment-là. Mais tu vois, Warner, c'est une licence incroyable qu'ils ont. Ils ont re-signé avec Middle-earth Enterprise qui appartient désormais à Embracer. Mais maintenant, il faut savoir capitaliser dessus. Et surtout, il faut pas faire l'erreur que fait Disney avec le MCU et Star Wars, quoi. Je pense pas que Le Seigneur des Anneaux, ça soit une licence qui peut se traiter comme Star Wars. Bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, déjà, tu peux pas développer l'univers. Enfin, si, tu peux développer l'univers d'une certaine manière, mais Star Wars, c'est très ouvert, quoi. Tu pourrais vraiment te faire plaisir sur plein de trucs. Le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que c'est un poil plus compliqué, je pense, quoi. Mais les jeux vidéo ont su le faire, par exemple. Tu vois, Shadow of Mordor, c'est super pour ça, parce qu'en fait, ça part sur autre chose. Et c'est une très bonne histoire, et c'est très très bien, tu vois. Là, tu vois, je me dis que c'est un truc intéressant, parce que c'est un personnage qu'on connaît, mais en même temps, c'est quand même vachement décorrélé de toute l'aventure Seigneur des Anneaux, c'est décorrélé du Hobbit, donc c'est une aventure, c'est vraiment un stand-alone pour moi, enfin c'est vraiment le truc un peu sandwich, tu vois, entre les deux. Moi j'aime bien, je trouve que l'idée est pas idiote, quoi. Enfin, on part pas sur un gros format, tu vois. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et au pire, ils ont tenté un truc. Mais si ça marche, tant mieux, c'est cool. On aura eu un beau one-shot et il faudra peut-être se limiter à ça. Hein. Mais pourquoi pas? Je trouve que l'idée, elle est pas idiote, quoi. Moi, je suis... En fait, je préfère ça plutôt qu'ils te disent on va remake Le Seigneur des Anneaux. Voilà, exactement. Ce qu'ils font de toute façon à terme. Ce qu'ils font avec Harry Potter, ils vont le faire à terme, c'est évident. Mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont explorer parce que, comme le dit Franck dans le chat, évidemment, il y a énormément de matière autour du Seigneur des Anneaux, des choses à faire. Bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que les ayants droit sont très très proches de la licence et donnent pas du tout le droit de faire n'importe quoi. Ouais. Donc forcément, tout le monde te dirait il faut absolument faire une trilogie du Silmarillion parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et en fait, je pense pas que les ayants droit veulent. Mais donc du coup, c'était un peu bloqué, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de miner. Je les vois vraiment comme des mineurs nains, tu sais, autour de... Creuser trop profond. C'est ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont pas creuser trop profond, quoi. David dit le fait de faire des films et des séries sur des univers étendus comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, ça montre qu'il y a peu d'imagination en ce moment. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait, c'est une question de gros sous, en fait, c'est tout. C'est qu'ils ont besoin de tenir les droits tout le temps, en fait. Et donc, s'ils font pas des produits de consommation, techniquement, en fait, ça leur appartiendra plus, quoi. Donc, c'est pour ça que Sony fait des daubes avec Morbius, avec Madame Web, etc. C'est juste pour tenir les droits de Spider-Man. C'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Mais... Et puis, quand tu achètes les droits à prix d'or, je me souviens plus combien c'était, on l'avait traité l'an dernier. Mon Dieu. Pour le Seigneur des Anneaux, mais c'était énorme. Et évidemment qu'il faut que tu l'exploites. Ah oui. Surtout quand t'es Warner et que t'as été aussi longtemps affilié avec cette licence-là. On rappelle quand même que Warner, il y a quelques mois, avait très envie de se faire racheter
Donc le fait de montrer ses muscles là comme ça sur toutes les licences sur lesquelles ils sont présents, c'est aussi se montrer désirable. Oui. Donc faire annoncer ça, parce que quand même le projet est gros, hein. T'as quand même des cadors qui reviennent, t'as quand même un sujet qui est potentiellement intéressant. Tu montres tous les signes pour faire en sorte que ce soit des gros projets de 2026. Oui, oui. Je pense que oui, ils n'ont pas spécialement le droit de se rater. Maintenant, est-ce que fin 2026, c'est pas déjà un peu tôt en fait pour sortir un projet comme ça? Ça dépend, je te dis, si c'est un truc un peu resserré, un peu, Ouais. un peu nerveux, un peu tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette arme qui me revient en tête, parce Ouais, qu'en fait, ouais. j'aime beaucoup ce côté peu de personnages. Ouais. Encore une fois, j'ai pas lu, hein, mais j'imagine, je le vois comme ça, je le visualise Mhm. comme ça, quoi. Peu de persos, un truc un peu sombre, Mhm. un peu violent, un peu gris, un peu dark, tu vois. Je me dis, bon, ça peut sortir assez vite, faut pas non plus déconner, quoi. Grave. Et nous avons la technologie, tu vois, donc ils peuvent sortir ça, je pense, assez rapidement, quoi. Mais on en reparlera évidemment dans l'émission Ah, de fou. d'ici quelques temps. Bon, fou. pas tout de suite parce que là c'était juste une Surtout annonce. qu'on va Mais avoir des news de casting, un de ces quatre. ouais, voilà. Déjà on sait que c'est Gollum, c'est Andy Serkis. Mais pour Aragorn, je suis curieux de savoir. Bah, il nous faut un Aragorn. Est-ce qu'il nous faut Gandalf aussi? Bah oui, il y a Gandalf aussi. Ouais. Et Ouais, est-ce que Ian McKellen a envie? je pense pas. Donc, Sauf du coup, ça veut dire qu'il si faut un le gros recaster chèque. aussi. Je sais pas. Tu vois, c'est Ouais. pas impossible, hein. Ouais, mais Ian McKellen, quand même, il disait pendant le Hobbit qu'il chialait parce qu'il tournait que sur des fonds verts et Ouais, ça commençait un peu à le saouler, donc je suis pas sûr qu'il ait envie de revenir. Si c'est sur des fonds verts, hein. bien sûr. Donc, bah, écoutez, voilà, c'était la grosse news de cette semaine. On voulait vous en parler, avant recueillir un petit peu vos sentiments. Donc, bah, voilà, partout où vous êtes, les commentaires, bien sûr, pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que pour l'instant, vous êtes hypé ou pas? Ou est-ce que vous êtes égal? On attend évidemment vos points de vue à ce sujet. C'est la fin de notre gros sujet de la semaine. Et je vais vous parler vite fait du radar des sorties, puisque il y a très peu de choses que je vous ai sélectionnées cette semaine. Donc je me suis un peu forcé à vous parler de The Bridgerton, la chronique des Bridgerton, saison 3, partie 1, qui arrive sur Netflix le 16 mai prochain pour sa première partie, et la deuxième partie sortira le mois d'après. Voilà, j'y connais rien dans Bridgerton, donc je vous le dis. J'ai jamais vu non plus. Jamais. Mais c'est un carton. C'est un carton, ça on peut pas le nier. Et Franck adore dans le chat, c'est bon à savoir. Ainsi que sur Disney+, Avatar, La Voix de l'eau, Avatar 2 du coup, qui arrive sur Disney+, le 17 mai. Donc c'est évidemment le retour de Jake Sully et de Neytiri, ainsi que leurs enfants, sur Pandora. Et alors si vous voulez avoir notre avis sur Avatar 2, c'est tout à fait disponible sur le flux de podcast. À l'époque, il n'y avait pas encore de vidéo, mais c'est tout à fait disponible. On en avait pensé du bien, mais pas que. Voilà, pour faire simple. Ouais, c'est bien résumé. C'est Voilà. bien résumé. Donc, Avatar 2 de James Cameron, bien entendu, si vous voulez le revoir, parce que je me doute bien qu'un certain nombre d'entre vous l'avaient déjà vu. Et c'est tout pour le radar des sorties de cette semaine. Et c'est l'heure de parler des recos. Adrien, tu es allé voir The Fall Guy. C'est maintenant le moment de nous faire un petit point sur ce que tu en as pensé. The Fall Guy de David Leitch avec Ryan Gosling, qui est un film alors que j'attendais pas forcément, mais qui était quand même sur mes radars. Emily Blunt aussi, hein, excuse-moi. Ryan Gosling et Emily Blunt, ce qui est vraiment le duo, mais c'est Ryan Gosling qui joue The Fall Guy, donc le cascadeur. Pour la petite histoire, The Fall Guy est une sorte d'inspiration remake en fait de L'homme qui tombe à pic, la série des années 80 avec Lee Majors, pour ceux qui ont connu cette série qui a été multi-rediffusée dans les années 90, début 2000. C'est l'histoire d'un cascadeur en fait, de Fall Guy qui a un accident et va en fait devoir remonter un petit peu les échelons et surtout devoir comprendre ce qui s'est passé avec la star d'un film, enquêter en fait de son côté à la place de la police et essayer de retrouver la star d'un film disparu. Je résume très très mal le film. En gros, c'est ça quoi. Il y a c'est la doublure cascade d'un équivalent de Tom Cruise en fait dans
dans un tournage, et la star a disparu, lui va devoir justement chercher un petit peu ce qui s'est passé. C'est une grosse comédie, c'est réalisé par David Leitch, réalisateur de Bullet Train que j'aime beaucoup. Et The Fall Guy, c'est vraiment, ça se veut comme un hommage aux cascadeurs, au métier de la cascade, finalement, le métier du roulé-boulé et du saut. Et donc, en fait, est-ce que c'est un bon film déjà? Oui et non. Le film, je trouve, alors, je vais commencer par le négatif. Le film est trop long, mal rythmé, pas forcément bien réalisé, je trouve. Étonnamment pas super en fait au niveau des cascades. C'est un peu surprenant. Mais en fait, il est bien. Il y a des trucs qui sont vraiment très très cool. Mais t'as jamais un effet genre waouh. Tu vois, genre oh, ils ont fait cette cascade quoi. Et tu vois, peut-être une fois. Mais tu dis c'est quand même un film sur les cascadeurs, tu vois, sur le métier de cascadeur. C'est répété plusieurs fois dans le film, par exemple, que c'est quand même fou, c'est des personnages qui le disent, c'est quand même fou que les cascadeurs ne soient jamais récompensés aux Oscars. Alors que c'est vrai, ils mériteraient d'être récompensés aux Oscars. C'est quand même des mecs de l'ombre qui font des trucs, et des meufs de l'ombre qui font des trucs de dingue, en fait. Donc c'est passionnant. Sur le métier, tu te dis putain, c'est cool, quoi. Et il avait matière, en fait, à faire vraiment le film explosif le plus cool du monde, quoi. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est aussi une comédie romantique, le film. Okay. Alors, ça fonctionne très bien entre Ryan Gosling et Emily Blunt. Genre le duo, l'alchimie, c'est genre nickel, t'y crois. J'imagine, ouais. À mort, ils sont genre tous les deux super cool, super drôles, super touchants parfois, etc. Le capital sympathie de Ryan Gosling est quand même genre bien sûr monstrueux, quoi. Emily Blunt est très drôle aussi, elle est super mignonne, super fine aussi dans ses vannes et dans le rythme en fait de ses vannes, mais en fait c'est pas si drôle que ça non plus, quoi. Et donc c'est un peu bancal parfois, je trouve qu'il y a la comédie romantique parfois prend trop le pas sur le film d'action, sur la comédie, donc c'est dur en fait de trouver un juste milieu entre tout ça. C'est quand même trois genres un peu très différents, quoi, dans l'idée. Et comme je disais, les scènes d'action, les scènes de cascade notamment, parfois elles sont pas fouillies, mais elles sont pas non plus à tomber, quoi. Et quand t'as maté John Wick, quand t'as maté des trucs comme ça, ou d'autres films, même, c'est étonnant de la part de The David Raid Leitch. dans l'idée, tu vois. Bah ouais, c'est un peu étonnant de la part de David Leitch, mais là, et puis il y a l'histoire, c'est qu'en fait, il y a un tournage où elle tourne un film, c'est une sorte de Dune mixée avec un Snyder, tu vois. C'est trop bizarre, c'est un film de science-fiction, space opéra. C'est comme si Zack Snyder réalisait Dune, tu vois. C'est Rebel Moon en fait, si tu veux, dans l'idée, quoi. Mais donc voilà, et en fait, donc elle tourne ça et eux ils te font croire que c'est un film génial, en mode regardez, c'est le film qui sera présenté au Comic Con et tout, nana. Et en même temps, les cascades, c'est des cascades en bagnole sur la plage. Et tu fais ouais, et à la fin après t'as des images de vaisseaux spatiaux, ouais. Et tu fais ouais, bon, je sais pas, ça passe pas bien. Enfin, il y a un mix qui est pas foufou, quoi. D'accord. Donc voilà. Et puis après, niveau acting, c'est super, je l'ai dit. T'as des bonnes vannes qui sortent à droite à gauche, quoi. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'étais pas non plus subjugué, quoi. La mayonnaise ne prend pas tout à fait, quoi. Et je voulais que ça prenne, tu vois. En lançant le truc, je fais putain, c'est con. Et il y a des trucs rigolos parce que, tu vois, quand le film se lance enfin, mais le film, je pense, met quand même une bonne demi-heure avant de se lancer, où il y a l'enquête qui va commencer. Et là, tu vois, il arrive, il débarque en bagnole, et puis il commence à escalader une échelle pour rentrer dans l'appartement du réalisateur, tu vois, de l'acteur qu'il est en train de chercher. Et tu fais, ah, c'est cool. Donc là, il fait vraiment des trucs qu'un cascadeur ferait. En fait, il tente des moves un peu plus hard qu'un film, enfin, tu vois, qu'un héros lambda ferait pas forcément, tu vois. Ou quand il y a des scènes de bagarre, à un moment, il a le temps de se préparer, donc il pousse un tout petit peu des canapés pour être sûr de bien tomber en mode cascadeur, tu vois. Mais il le fait une fois. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout exploité. Le côté cascadeur n'est pas exploité, quoi. Et donc voilà, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un film qui manque un peu un peu le tir. Et je voulais vraiment plus l'aimer que ça, ce film. Mais j'en suis sorti un peu déçu. Encore une fois, c'est un bon film. Mais ça se regarde. Mais tu vois, les Bullet Train, j'étais sorti en mode putain, je me suis marré, c'est cool, ça se prend pas la tête, c'est rigolo, c'est efficace, c'est parti, quoi. Là, ça se prend un peu trop au sérieux, et David Leitch n'est pas un grand réalisateur, évidemment, et donc n'est pas non plus un grand scénariste et metteur en scène de comédie romantique, quoi. Donc faut mieux qu'il se cantonne au film d'action plutôt que juste à essayer de tenter des choses à droite à gauche. Aïe aïe aïe.
L'homme qui Voilà. tombe à pic se prend un peu les pieds dans le tapis. Donc... Exactement. Voilà. Exactement. Ah écoute, moi je vais contrebalancer cette reco mi-figue par un truc que j'ai adoré. C'est une bande dessinée qui s'appelle Les Guerres de Lucas. Il s'agit d'une bande dessinée d'un roman graphique qui est sorti chez Deman Éditions et qui est sorti, je crois, c'est l'an dernier ou l'année d'avant, je me souviens plus. Et par Renaud Roche, du coup, au dessin, et Laurent Hauptmann à l'écriture. Et qu'est-ce que c'est que Les Guerres de Lucas ? C'est à la fois une biographie de George Lucas et un carnet de tournage de Star Wars épisode 4, du coup, Un Nouvel Espoir. Donc ça retrace un peu comment s'est fait le projet et dans quelles difficultés il a trouvé, enfin il est né quoi, tout simplement. Et c'est passionnant, c'est très joli et il y a un côté très ludique en fait à découvrir ou redécouvrir certaines séquences par la BD et le roman graphique. De découvrir aussi des faits peut-être un peu moins connus autour de la vie de George Lucas et de comment en fait Star Wars, donc le premier de 77, s'est vraiment construit dans la difficulté à toutes les étapes de sa création. Et c'est assez passionnant, ça prend l'espace de 200 pages. Ok. Ouais. Et alors ça se lit très bien. Moi, j'ai mis quelques petits jours à le lire parce que j'ai pris mon temps et je l'ai dégusté. Mais c'est vraiment très très chouette à lire parce que, alors évidemment, il y a un certain nombre de trucs qui sont très romancés. Ils le disent d'ailleurs dans le bouquin que un certain nombre de dialogues ont été inventés pour la fluidité du récit, mais sinon les faits de jeu en fait sont documentés, et il y a même à la fin du bouquin toute une bibliographie de où est-ce qu'ils se sont renseignés, et ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment vu en fait dans une BD, c'est où est-ce qu'elles sont les sources quoi, et donc il y a énormément de trucs très bien renseignés quoi. Les trois quarts du temps c'est au ranch Skywalker j'imagine, donc ils ont chopé leur truc. Non mais c'est vrai, Ouais, c'est non, pas en fait, c'est une vraie question. Parce qu'ils c'est ont une bibliothèque de ouf là-bas, ils ont Ouais. des archives de malades. Bien sûr. Mais c'est des trucs, si tu veux, auxquels dont j'avais pas conscience. C'est tous des trucs qui ont été écrits sur George Lucas et sa personnalité, sur son enfance, ses origines, etc. Et donc il y a vraiment énormément de choses que j'ai découvertes dans ce bouquin, qui coûtent 25 €. Et ça c'est le prix d'une grosse BD, quoi. Donc vraiment, ça, franchement, moi je recommande à fond. Pour les gens qui s'intéressent un petit peu aux coulisses des tournages, pour les gens évidemment qui adorent Star Wars, et qui s'intéressent un petit peu à tout ça, et qui connaissent pas forcément tout, moi c'était mon cas, et c'est vraiment, moi je recommande à fond, parce que c'est une super lecture. Tu me le prêteras ? Ouais, complètement. Ça marche. Donc ça donne envie. Les Guerres de Lucas aux éditions Deman, et de ce que j'ai vu vite fait sur Twitter, a priori il pourrait y avoir un 2e épisode. Ok. Donc, et moi j'ai trop hâte, parce que si ça traite de la naissance de l'Empire contre-attaque et de la suite de la trilogie... Qui était compliqué, qui était passionnante à suivre d'ailleurs. Ça te parle aussi de Harrison Ford, de Carrie Fisher, des relations entre les acteurs, que Anthony Daniels et Kenny Baker s'aimaient pas du tout sur le tournage. C'est vrai ? Ouais. Et donc, non, vraiment, c'est très complet. Et en fait, Laurent Hauptmann, il est journaliste de formation, et ça se voit en fait, parce que un journaliste, il a une bibliographie, il a ses sources et il les montre. Et tu vois bien en fait qu'il connaît à fond. Et malgré tout, c'est un récit qui se suit bien, parce que les dialogues sont bons, quoi. Donc vraiment, moi je recommande à fond, si vous connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore lu, allez voir ça. Trop bien. Bah vas-y, tu me la prêteras. Yes. Et dernière reco qui me semble... Rapide.
Ouais, rapide, parce que t'as pas aimé du tout. Non, parce que j'ai pas aimé du tout, c'est The Marvels. The Marvels, le dernier film Marvel MCU en date, dans mes souvenirs. Voilà, bon, le pitch, c'est la suite de Captain Marvel qui était sorti en 2019. C'est l'histoire de Carol Danvers qui revient, donc Captain Marvel, qui est accompagnée de Kamala Khan, qui est Miss Marvel, qu'on avait vu dans la série du même nom sur Disney+, que j'avais regardé, qui était plutôt ok, mais bon, c'est pas non plus à tomber, quoi. Ouais. Et de Monica Rambeau, qui est apparue, elle, dans WandaVision, C'est ça. et qui a chopé ses pouvoirs dans WandaVision, la série WandaVision. Faut suivre. En disant ça, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il faut quand même avoir vu 2 séries pour comprendre qui sont les 2 autres personnages qui apparaissent dans The Marvels. Ce qui est quand même assez incroyable, je trouve, voilà, de la part de Disney et de Marvel, de faire ça. Moi, heureusement, j'avais vu les séries et j'étais au fait de tout ça. Mais c'est vrai que quand tu découvres le truc, je pense que tu piges rien. Et je te l'ai dit parce que j'ai regardé le film et je t'ai envoyé des messages pendant que je regardais le film et je t'ai dit, mais même moi qui suis au courant de tout, ça va trop vite, je comprends pas en fait où ils veulent en venir. C'est un bordel. C'est une histoire de récupérer un bracelet à la con, une sorte de pierre d'infinité si vous voulez, mais avec un bracelet quoi, pour réactiver un soleil sur une planète parce que la méchante elle est pas contente que Captain Marvel elle est tapée quoi. Et tu fais ok. Et donc, il se retrouve sur une planète. Alors, si, le pitch qui est plutôt rigolo, c'est que il y a 3 héroïnes, et en fait, à chaque fois qu'une héroïne utilise un pouvoir, en fait, elle switch de corps avec l'une des 2 autres. Donc, en fait, elles sont obligées d'apprendre à travailler ensemble. Et ce qui est plutôt rigolo sur le papier, mais au bout d'un moment, c'est le gimmick commence à tourner en rond, je trouve, très très vite. Et le film n'a que ça à proposer, quoi. Le film n'a littéralement que ça à proposer, quoi. Et t'as remarqué qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de l'utiliser, ce truc ? Ouais, de nulle part. Ah bah ça y est, on sait le faire maintenant. Et c'est genre, ça y est, on a compris. Et tu fais, mais non, ça ne marche pas quand même, ok. Il y a une phase un peu rigolote, et encore, j'y vais très fort et je suis très gentil, sur une planète comédie musicale qui sort de nulle part. Oui, c'est vrai. Tu fais, ouais, ok. Pourquoi pas quoi. Puis d'un coup ça fait pam pam boum boum, donc ah, bah, merci, c'est bon, on est reparti. Et la fin qui arrive, et alors, soit mon cerveau s'est déconnecté, il comprend pas, mais je trouve que la fin arrive, c'est d'une façon assez abrupte. Ouais. Vraiment, c'est d'ailleurs le film Marvel le plus court de tout le MCU. Heureusement, c'est une énorme daube. Mais son succès, le fait qu'il ait fait un four, c'est mérité. Hein. Vraiment, c'est une super merde. Hein. Et bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est quand même vraiment pas un bon film. Et le film se termine et tu fais, ah, c'est ça la fin ? Genre, ok, c'est allé super vite, j'ai rien compris, le film n'avait rien à raconter. Je sais pas, c'est vraiment une merde. Toi, tu l'as vu, tu peux en dire 2 mots peut-être. Ah oui, moi je l'ai vu, mais j'en avais parlé en reco, et je vous avais dit que je n'avais pas passé un mauvais moment, mais que c'était pas du tout indispensable. Je me suis... en fait, je suis sorti de la salle et je l'ai oublié immédiatement, tu vois. Ah ouais, pareil. Il y a ce truc-là, c'est... Après, en fait, moi, j'avais été un peu touché par le fait qu'en fait, le film se faisait chier dessus, mais pour les mauvaises raisons. Oui, par contre, ok. Après, le film est pas bon. Ça, c'est évident. Il y a quelques petits trucs qui fonctionnent. De temps en temps, il y a une petite blague qui marche, et des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, tu sais, il y a un truc rigolo avec les chats. Voilà. Je sais pas comment ils s'appellent, les chats, là. Ou les chats qui peuvent manger des gens. Ouais. Il y a une phase que je vais spoiler, que je trouve drôle, qui est plutôt intelligente, c'est qu'en fait, il y a un vaisseau spatial qui est en train de... non ? Les flerken, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des chats qui peuvent utiliser leurs tentacules et gober en fait des gens sans qu'ils meurent en fait. Et ce qui leur permet de prendre des humains à l'intérieur d'eux, mais en mode chat de petite taille, quoi. Et je sais pas si je m'explique bien, bref. Et ce qui permet en fait de vider tout un vaisseau spatial avec genre 10 chats, quoi. Ce qui est très drôle, je trouve. En fait, ils mangent les humains. Et après, en fait, tu vois, tu sens que ce film... il tente des trucs, il ose des trucs, mais en fait, c'est tellement vain. C'est super vain. C'est tellement vain. Ah, tu vois, la phase comédie musicale et la phase Flerken, tu vois, c'est... la phase Flerken, elle est limite dans elle est logique dans ce qui se passe. C'est rigolo, quoi. Mais oui, mais à la limite, j'entends le truc, tu vois. La phase comédie musicale, elle est amenée au forceps. Hein.
C'est genre, ah oui, je vous avais pas dit, mais en fait, je suis une princesse sur cette planète. Ah bon? Ah ouais, mais ils chantent tous. Ah bon? Pourquoi? Ah, mais vous allez voir, c'est trop bien. Ah, tu sais chanter? Ok. Ils ont tenté un truc un peu Gardien de la Galaxie, mais ça marche pas du tout. Non, parce qu'en fait, c'est mal écrit. C'est super mal écrit, c'est pas drôle, c'est nul à chier. Ah ouais, En fait, c'est surtout, on essaie de te mettre en place, genre, de la culpabilité de l'héroïne et tout, et en fait, bon. Ouais, mais même en plus, alors c'est un problème aussi que j'ai avec Captain Marvel, je n'aime pas ce personnage, je comprends pas ce personnage. Je l'aime bien dans les comics, mais alors en film, j'ai énormément de mal en fait à avoir de l'affect pour ce perso qui est complètement overpowered en fait, qui est trop fort en fait. Et c'est pas Superman, hein, mais tu vois en fait on n'arrive pas à lui filer des failles cool à Captain Marvel. Elle est en plus, je trouve, insolente. Donc en fait, t'as même pas envie de t'attacher à elle parce qu'elle est très ouais, je vais faire mon truc de mon côté. Et tu fais bah en fait, fais ta life, genre on en a rien à foutre. Genre fais ta life, c'est cool quoi. Tu vois, Thor, il est trop fort, mais il a un côté neuneux maintenant, où avant il avait un côté grandiloquent et tout, etc. Tu vois. Pourtant, moi j'aime bien Brie Larson. Hein. Oui, j'aime bien Brie Larson. Non, mais c'est pas l'actrice, c'est vraiment le personnage. Ce qu'ils font de Captain Marvel. En mode, c'est une meuf. En plus, tu sens qu'il y a une diff entre Captain Marvel, le film, Avengers, Infinity War Endgame, et celui-là, dans sa façon d'amener le perso. Enfin, elle sait pas le jouer, en fait. Elle sait pas quoi faire avec, c'est sûr. Tu vois, moi j'aimais bien le fait qu'ils ajoutent Kamala Khan. Autant Monica Rambeau, je trouve qu'elle apporte rien. Autant je trouve que Kamala Khan, dans son rapport, tu sais, à la célébrité un peu, elle est vraiment... Ça, c'est rigolo, tu vois. Elle est drôle. Non, mais l'actrice est cool. Et puis, il y a un côté un peu frais, tu vois. C'est bon, mais... Bon, t'as déjà vu ça ailleurs, t'as déjà vu ça partout, hein, mais ça n'en fait pas un bon film, quoi. Heureusement qu'il y a Kamala Khan. Oh, de fou. Heureusement qu'il y a Kamala Khan, parce qu'elle a mais même Nick Fury, on a rien à foutre. Personne, non mais Samuel Jackson il s'en bat les couilles, mais non mais tout le monde s'en branle dans ce film. Mais Kamala Khan est cool, je sais plus comment elle s'appelle cette actrice, mais la gamine qui est vraiment bien parce que elle se donne en fait, elle se donne vraiment à fond. Et c'est en plus un type de Iman Vellani. C'est le genre de super héroïne que tu vois pas souvent. Donc c'est bien. Non, elle est cool. Et voilà, non, mais je pense que j'avais été un peu plus positif dans ma reco parce que voilà, je voulais être un peu anti-mec un peu. Ah, mais il y avait beaucoup une posture de mec toxique hein, quand je dis ça. Juste, non, mais justement parce qu'en fait, l'aspect si tu veux, filmique au moment de la sortie, justement, le film s'était fait avoir par des trucs un peu merdeux. Et je pense que ça m'avait gêné, donc je l'avais peut-être un petit peu mieux recommandé que ce soir. Non, mais je comprends, mais moi je parle vraiment juste du film. Ah non, mais bien sûr. Le film est vraiment pas bon, quoi. Non. Et en plus, encore une fois, si vous avez pas vu les séries, ah ouais, c'est chiant. Bonne chance, hein. Ah ouais, enfin, vous allez, mais ça va vite, hein. C'est compliqué, hein. C'est au deux, tu fais. Qui sont ces personnages? Il y a les 3 quarts des persos, tu les as pas vus si t'as pas regardé les séries, quoi. Voilà. Et on te les présente pas. Je crois que c'est ce que j'avais dit, Franck. J'avais dit que c'était pas si horrible que ça, mais que c'était pas dingue. Ouais, mais il faut arrêter d'être conciliant avec ça quand même. Hein. Franchement, non mais on est gentil, hein, parce que Marvel déjà fait des meilleurs films. Ah bah bien sûr. Donc voilà, on peut pas se contenter de ça, quoi. Enfin putain merde, non. Sans déconner. Et moi je sais pas que je suis content qu'ils se prennent une douche froide avec le film. C'est quand même la perte sèche la plus violente de 2024, de 2023, avec combien 200 millions de dollars de perte nette. C'est ça, plus de 100 millions, non 200 c'est trop, mais 150 peut-être, un truc comme ça, je sais plus, en tout cas c'est énormissime. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ils reviennent un peu sur leur façon de faire, et donc voilà, c'est peut-être pas plus mal de se manger une merde comme ça, pour qu'après on ait des trucs un peu plus quali et tout. Et tu vois, par contre, ça m'emmerderait qu'ils se disent, bon bah du coup, on range ces personnages à la poubelle, tu vois. Ils en ont plein. Non, mais je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est en fait, ça veut pas dire que c'est parce que ces personnages plaisent pas. C'est parce qu'ils avaient rien à dire sur ce deuxième épisode et qu'ils ont fait un film médiocre, quoi. Regarde les 4 Fantastiques. Ouais. Il y a eu un reboot nul à chier dans les années 2010. Là, ils refont un reboot. Bon, bah, ils ont laissé un peu le temps. Le truc, il se trouve, il va être super. Je sais pas, encore une fois. J'espère. Mais admettons qu'il soit super. Bah voilà, tu vois, il y a pas de souci. Tu peux revenir avec de fou. Mais il faut la mettre un petit peu au placard. Exactement. Au frigo. Eh bien écoutez, c'est la fin de nos recos et donc la fin de cet épisode 47 de Pop News. On arrive tranquillement à l'épisode 50 et on va d'ailleurs remercier les 30 000 abonnés qui sont sur YouTube désormais. Eh oui. Et oui,
Vous l'avez fait, bravo! Bravo! Alors, on n'a pas encore droit à un petit cadre envoyé par YouTube. Il faut que vous soyez 70 000 de plus. Mais voilà, on y travaille, on remercie, on salue toujours évidemment le travail d'Adrien qui nous a menés vers ces hauteurs. On vous laisse évidemment en vous disant merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de parler de nous autour de vous, et puis de faire tout ce qu'un bon Poppies est en droit de faire, à savoir liker dès que vous nous voyez un de nos contenus sur les différents réseaux sociaux, abonnez-vous là où vous n'êtes pas encore abonné, histoire de gonfler les stats, et puis balancez quelques petits commentaires, même 10 d'emojis, ça marche très bien pour l'algorithme. Et puis rejoignez-nous sur Discord pour discuter avec les autres membres de la communauté, et puis allez balancer un petit denier sur Ko-fi, ça fait toujours plaisir. Oui. Et puis voilà. Les petites étoiles aussi sur les plateformes de podcast, ça fait toujours du bien. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous lundi prochain à 20h30, sans faute, sur twitch.tv/p0pnews. Salut à tous. Salut tout le monde.